Bonjour, nous sommes en pleine épidémie de Covid-19 et je viens vous parler à travers ces différentes vidéos du deuil, sujet éminemment douloureux bien sûr. Je souhaite vous parler aujourd'hui plus spécifiquement de la représentation de la mort pour un enfant et pour un adolescent. En effet, si pour les adultes que nous sommes, la mort est universelle, radicale, définitive, eh bien pour les enfants ce n'est pas le cas, il leur faut du temps pour accéder à cette représentation. Pour comprendre le vécu d'un enfant en deuil, il est essentiel de repérer ce que la notion de mort signifie pour lui. Notion qui, bien sûr, évolue avec l'âge. Alors, nous allons commencer par le petit enfant de 0 à 3 ans. Qu'en est-il pour lui? Au départ, l'enfant appréhende la mort à partir de l'expérience sensorielle que représente pour lui l'absence physique de son parent, éventuellement de son frère et de sa sœur. La mort de son parent est assimilée à une absence physique qui est prolongée. Vous avez remarqué comme le plus souvent, lors d'une séparation provisoire avec son parent qui va faire des courses ou qui, par exemple, laisse son enfant à la crèche ou à l'école, l'enfant se met en stress et manifeste ce stress par des pleurs, par des cris. Chaque absence chez un petit nourrisson et petite enfance jusqu'à 3 ans est vécue comme une petite mort. Et lorsque la séparation se prolonge avec le décès d'une personne très proche, et je veux là encore parler d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur, eh bien, les comportements observés chez le petit lors d'une petite séparation vont s'exacerber. On va retrouver dans un premier temps ces marques de protestation faites avec des cris, des manifestations de colère, de peur. Ensuite, va succéder souvent une période de désespoir marquée par des pleurs plus monotones, un sommeil, un appétit plus difficile. Et parfois, dans certains cas, par une phase de détachement qui peut mener à une sorte de dépression chez le nourrisson. Il faut être alors très vigilant pour accompagner au mieux ce petit. Alors, concrètement, comment faire? Pour accompagner au mieux ce petit, ce nourrisson, cet enfant de 0 à 3 ans, il convient de proposer une sorte de continuum, de continuité, en énonçant le prénom de la personne défunte, en l'énonçant souvent, en lui faisant par exemple sentir son parfum, en lui parlant. Et il convient également de sécuriser au maximum ce petit par un contact physique, sensoriel, bienveillant, tout en le maintenant le plus possible dans ses habitudes, ses routines, ses rythmes de vie, ses règles, les activités, les horaires. Il est mieux d'éviter un déménagement dans la période qui suit un décès, si c'est possible, bien sûr. Alors l'enfant grandit, il a à présent 3 ans. Qu'en est-il de sa représentation de la mort de 3 ans à 6 ans environ? C'est l'âge des premières questions sur la mort. L'enfant peut choquer par ces questions crues, voire triviales, ces interrogations très terre-à-terre. Rassurez-vous, elles sont dénuées de gravité, parce que l'irréversibilité de la mort, parce que la radicalité de la mort ne sont pas encore acquises pour l'enfant, qui associe la mort à l'immobilité. En effet, chez un enfant de 3 à 6 ans, la conception de la mort s'articule autour de 3 croyances. La première croyance, c'est que la mort n'est pas naturelle. L'enfant ne naît pas du tout avec l'idée qu'il va mourir un jour. Selon lui, ce n'est ni universel de mourir, ni même normal. Au centre de son univers, l'enfant, très autocentré, égocentré, interprète donc tout ce qui se passe comme venant de lui. C'est l'âge de la toute-puissance, c'est l'âge de la pensée magique.
L'enfant accorde à ses paroles et à ses actes des pouvoirs de vie ou de mort. Comme il est très égocentré, si quelqu'un vient à mourir dans son entourage, il peut penser que c'est de son fait, qu'un méchant, lui-même peut-être, l'a tué. Par exemple, il peut se dire que son parent est mort de la fatigue éprouvée, à force de lui répéter les mêmes choses inlassablement, de le gronder pour tel ou tel comportement. L'enfant peut se sentir coupable. Il peut aussi rechercher un coupable. La deuxième croyance, c'est que la mort est réversible chez l'enfant. Il nourrit longtemps la pensée que le défunt est mort pour un temps, mais qu'il va revenir. Pour vous donner un exemple, ma troisième fille, qui avait 6 ans à la mort de son papa, pendant un moment, lui tendait son bras vers le ciel et disait « Tiens papa, tu veux ci, tu veux ça, tu veux une framboise ?» C'est un exemple qui montre que la notion de la mort comme étant irréversible n'est pas encore acquise à cet âge-là. L'enfant peut aussi apprivoiser le manque et l'absence en s'inventant un proche imaginaire qui serait à la fois vivant et mort, avec lequel il dialogue en attendant qu'il revienne. Parfois, il communique avec lui par la pensée, parfois par écrit, des dessins, quelques mots s'il commence à savoir écrire. Ce proche peut s'incarner ou non dans un objet, la peluche préférée du petit frère qui est mort, un arbre qu'il va enlacer, comme il enlaçait son papa décédé, une étoile à laquelle il donne le prénom de sa mère. La troisième croyance, entre 3 et 6 ans, c'est que la mort est contagieuse, puisque la mort n'est ni normale ni naturelle pour l'enfant de cet âge-là, mais que pourtant elle survient, alors elle peut se propager telle une maladie. L'enfant craint la mort d'autres membres de sa famille. Il peut se demander quel sera le prochain. Il peut vivre dans l'angoisse de perdre ses proches et va instinctivement tout mettre en œuvre pour protéger. Je vous donne encore un exemple de ce qui peut se passer à cet âge-là sur cette croyance. À la mort de mon mari, ma deuxième fille m'avait déclaré « Eh bien alors, mes enfants ne connaîtront pas leur grand-père, j'espère qu'ils connaîtront leur grand-mère. » C'était sa façon à elle d'exprimer sa crainte que moi aussi je ne meure. Bien évidemment, ces croyances, elles vont évoluer au fur et à mesure du développement psycho-affectif de l'enfant. Il est alors important de repérer là où l'enfant en est pour parler à hauteur d'enfant. Concrètement, que pouvons-nous dire à l'enfant de 3 à 6 ans en lien avec cette pensée magique, en lien avec ces 3 croyances? La première chose, c'est que nous pouvons lui dire « Tu n'es pas responsable de la mort de ce proche. Rien de ce que tu as pu dire ou faire n'a entraîné sa mort. » La deuxième chose que nous pouvons lui dire, c'est « La mort n'est pas contagieuse. Les autres qui restent sont, à ce jour, en bonne santé. » Alors évidemment, en ce moment, en plein contexte de Covid-19, c'est difficile, car si la mort n'est pas contagieuse elle-même en tant que telle, le virus du Covid, lui, l'est. Il importe donc de parler en vérité, de dire sa peur du virus qui a cette fonction protectrice comme toutes les émotions, et là, celle de nous protéger. Et il importe de bien expliquer à l'enfant la différence entre le virus, la maladie et la mort. Et d'expliquer que les mesures prises actuellement avec le confinement, les gestes barrières, les masques, etc., sont là pour éviter cette contagion du virus. Nous pouvons aussi dire à l'enfant « Rassure-toi, nous allons nous occuper de toi. Nous allons nous occuper de ta peine. Nous allons continuer à prendre soin de toi et t'aider à moins souffrir, à t'entourer. Voilà ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les premières semaines. Si les routines doivent être un petit peu
modifié du fait de la mort d'un de ses parents très proches, le père ou la mère spécifiquement. Nous pouvons aussi dire à l'enfant, les proches peuvent aussi dire à l'enfant en deuil, nous allons continuer à aimer cette personne qui vient de mourir et qui t'est chère et qui nous est chère aussi à nous. Nous ne l'oublierons pas et elle sera toujours vivante dans nos cœurs. Et tu pourras venir dès que tu veux pour m'en parler. L'enfant grandit, il a désormais 6 ans. Quelle est la représentation de la mort chez un enfant de 6 à 8 ans? À ce moment-là, la notion d'irréversibilité de la mort commence à être acquise. L'enfant prend conscience que la vie a un début et une fin avec la mort. Il commence à appréhender la mort comme étant un processus naturel, universel. Pour lui, il devient normal de mourir quand on est âgé. En revanche, la mort des plus jeunes lui semble toujours anormale et très injuste, car c'est un âge où il est très sensible à l'injustice. À cet âge-là, il va aussi s'intéresser beaucoup au devenir du corps après la mort, à la décomposition, au squelette, au cimetière. L'enfant en deuil se sent différent des autres enfants qui peuvent le lui faire remarquer, avec plus ou moins de cruauté. Il a peur d'être marginalisé, de ne plus être normal. S'il y a un mal-être, cela peut s'exprimer davantage par des troubles du comportement que par une plainte verbale ou par des larmes. L'enfant grandit encore, il a désormais 8 ans. Et nous allons voir que de 8 à 12 ans, l'enfant accède progressivement à la pensée abstraite. Pour vous donner encore une fois un exemple, eh bien, c'est ma fille aînée, âgée cette fois de 9 ans à la mort de son papa, qui me répond lorsque je lui annonce la mort de son papa, « Eh bien alors, tu es veuve ». Voilà un exemple de ce début d'abstraction de la pensée et du besoin de mettre du sens, de mettre des mots sur les choses et de réfléchir sur le sens de la vie. De manière générale, entre 8 et 12 ans, l'enfant se pose pas mal de questions sur la vie après la mort, sur l'existence d'un Dieu. Il comprend le caractère universel, radical de la mort. Il peut se sentir d'ailleurs menacé par sa propre mort à venir et par un avenir qui serait à jamais différent. Il peut même parfois afficher une sorte d'indifférence qui ne doit pas vous tromper. Cette indifférence est là pour mieux se protéger. L'enfant devient parfois pudique, secret sur ses sentiments. Il n'aime pas trop s'épancher. Il n'aime pas en rajouter. Du moins, c'est ce qu'il croit, c'est ce qu'il dit. Comme aux autres âges, il est animé par le désir de protéger ses proches. Il va souvent différer à plus tard l'expression de sa peine. L'enfant grandit, il rentre dans l'adolescence. L'adolescence, l'âge des multiples contradictions, une quête d'absolu, une quête d'authenticité intense, en même temps une période de confusion, de perte de repères. L'adolescent oscille entre deux attitudes. Céder à ce besoin de redevenir un petit enfant et de pleurer librement, et en même temps ce besoin, ce désir de paraître grand, d'être plus indépendant. La mort accroît la fragilité de l'adolescent d'abord, parce qu'il se sent très différent des autres. Et l'on sait à quel point les ados ont besoin de se sentir inclus et en quelque sorte, je dirais, uniformisés au groupe des pairs, en mettant parfois de côté leurs différences. Par ailleurs, l'ado se sent plus mature de par l'expérience très proche qu'il a faite avec la mort d'un de ses très proches. Il montre son malaise, car il éprouve tout spécialement des difficultés à exprimer ses émotions. Pleurer, par exemple, semble
pourrait lui sembler appartenir au registre de l'enfance, monde qu'il veut quitter, sans le pouvoir encore, ni le vouloir tout à fait d'ailleurs. La vulnérabilité qu'il éprouve lui paraît insupportable. Il peut avoir un désir de communication, mais pas encore tout à fait les outils pour faire de la place à ses émotions et pour établir cette communication. Il est à fleur de peau d'un point de vue émotionnel. Il peut éprouver une peur de l'avenir. Et le vide qu'il ressent peut aussi lui sembler effrayant, abyssal. Alors agir peut sembler plus efficace à un adolescent. Il faut être vigilant lorsqu'on l'accompagne, car il peut s'adonner à des pratiques extrêmes et mettre sa souffrance en acte. Des explosions de violence, des conflits forts, des conduites à risque. Le risque pour l'adolescent serait de s'isoler dans cette bulle d'incompréhension, de rester englué dans son deuil, qu'il va entretenir en fait sans le vouloir et même sans le savoir. C'est un peu comme un cercle vicieux. Le chagrin va s'accumuler d'autant plus que l'adolescent va s'isoler. Il rentre dans un certain mutisme, sa motivation baisse, il risque peut-être des problèmes de sommeil, des insomnies. Et c'est bien sûr dans cette phase que les peurs, les colères, les révoltes s'exacerbent. L'adolescent désire évacuer cette douleur qui fait mal et ce deuil en cherchant à mettre en acte cette souffrance. Il peut aussi chercher à écarter cette souffrance en fuyant dans un climat de bruit incessant pour éviter la confrontation à lui-même, éviter ce chemin de la vie, de la mort à la vie. Il peut aussi fuir dans le virtuel qui accroirait cet enfermement, alors que dans le même temps, il pourrait afficher virtuellement ses états d'âme et de multiples amis. On comprend donc que chez un adolescent en deuil, les extrêmes se côtoient peut-être encore plus que chez l'adolescent qui n'est pas en deuil. À la fois une explosion en débordement émotionnel et à la fois, il a tendance à se barricader dans son silence. C'est cette grande ambivalence entre cette dépression et cette exaltation qui doit nous alerter et nous aider à répondre à cet adolescent qui a besoin d'être accompagné. Alors concrètement, comment faire? D'abord, je dirais ne pas dramatiser, mais ne pas non plus sous-estimer ce que l'on perçoit du jeune, en étant donc très vigilant à tous ces signaux qu'il envoie, la fatigue, l'abattement, l'appétit modifié, le sommeil modifié, une perte de son allant, une baisse des résultats scolaires, une diminution peut-être des compétences intellectuelles, ces sautes d'humeur, cette agressivité soudaine, encore plus forte lorsqu'il est en deuil, cette variation donc très fluctuante du comportement, cette tendance encore plus forte à l'isolement. Je dis encore plus forte par rapport à l'adulte qui lui aussi peut éprouver cette envie de solitude. Pour accompagner un adolescent en deuil, nous devons l'aider à apprivoiser une grande partie de sa souffrance en parlant. Et puis, bien sûr, je vous invite, vous qui accompagnez un adolescent en deuil, à rester confiant sur le fait que le temps fera son œuvre, que l'entourage, vous serez présent et que l'homme a inscrit en lui une forte capacité de résilience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je poursuivrai dans une prochaine vidéo sur l'accompagnement très concret, des questions-réponses très concrètes et de manière générale sur l'accompagnement des enfants et des adolescents en deuil. Retrouvez-moi donc sur cette chaîne YouTube. Au revoir.